France 24, LCP, Public Sénat présente. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe, une émission qui vous est proposée par France 24 et les chaînes parlementaires Public Sénat et LCP. Nous allons vous proposer un grand débat consacré à la recherche contre le cancer. Et d'ailleurs, nous allons aussi parler recherche tout de suite en compagnie de notre grande invitée. Nous sommes à Copenhague, capitale du Danemark, au ministère des Sciences et de l'Éducation supérieure avec la ministre Christina Egelund. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bonne francophone, on l'entend passer par la Sorbonne. Vous avez été 3 ans députée pour le parti des modérés avant d'intégrer le gouvernement de la social-démocrate Mette Frederiksen, une coalition tripartite entre socialistes et donc centre-droit. Le Danemark et ses 6 millions d'habitants ont souvent dit non à l'Europe, non à l'euro, non à Maastricht, non aussi à la défense commune. C'est en train de bouger. Et puis vous détenez effectivement la présidence tournante de l'Union européenne jusqu'à décembre prochain. Une présidence particulièrement intense, en effet. Quelles ont été vos priorités finalement ? Juste pour l'historique, c'est vrai qu'on a eu quelques exceptions dans le temps avec notre engagement dans l'Union européenne. Je pense que là, les sondages récents montrent que les Danois sont parmi les plus favorables dans l'intégration européenne. Donc ça a aussi changé avec le temps et je pense que les changements géopolitiques ont tout à fait là-dedans. Alors depuis le 1er juillet, on tient la présidence de l'Union européenne dans un moment crucial pour l'Europe, avec une guerre sur le terrain européen, avec une compétition au niveau technologique mondial qui est intense et qui nous demande beaucoup. J'ai beaucoup réfléchi au rapport de Mario Draghi sur la compétitivité européenne, et donc on travaille sur ça, et aussi sur un agenda qui a tendance un petit peu à être oublié, parce qu'il y a tant d'autres problèmes qui arrivent, c'est les changements climatiques. Donc un avenir vert pour l'Europe. Donc on a mis aussi ça sur l'agenda, et puis avec les bilans aussi d'élargir l'Union européenne avec l'Ukraine et d'autres pays dans l'Europe d'Est, avec l'ambition d'avoir une Europe vraiment unie et forte. Christina Egelund, nous allons développer toutes ces priorités dans la suite du programme, bien sûr, mais auparavant, je vous propose de suivre quelques brèves d'Europe qui ont été choisies et compilées par Oyana Almandoz. Au moins 30 000 demandeurs d'asile seront répartis entre les pays membres en 2026. Selon le pacte migration de la Commission, l'Italie, l'Espagne ou la Grèce, qui connaissent le plus grand nombre d'arrivées, pourront demander à d'autres États d'accueillir une partie de ces migrants. Si ces pays refusent, ils devront leur verser une aide financière de 20 000 € par réfugié ou leur offrir un soutien opérationnel. La Bulgarie, l'Estonie ou la Pologne pourront être exemptés car ils se trouvent, selon la Commission, dans une situation migratoire importante, due à l'arrivée de nombreux Ukrainiens ainsi que de migrants envoyés par la Biélorussie. Les négociations entre États se poursuivront jusqu'à décembre, mais la Hongrie a déjà déclaré qu'elle refuserait de participer à tout système de quotas. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a réitéré sa volonté d'utiliser les avoirs russes gelés en Europe pour financer un prêt à l'Ukraine. C'est le moyen le plus efficace de soutenir la défense et l'économie de l'Ukraine. C'est la manière la plus claire de faire comprendre à la Russie que le temps ne joue pas en sa faveur. Faute de quoi, selon elle, les 27 devront financer eux-mêmes ces prêts ou accepter d'emprunter sur les marchés. Des options rejetées par la France ou l'Allemagne. Les États membres espèrent trouver un accord lors du sommet européen de décembre. La Belgique, où la plupart des avoirs russes sont conservés, bloque leur utilisation. Depuis quelques semaines, la Belgique est d'ailleurs la cible de multiples incursions de drones sur son territoire. Si le gouvernement belge refuse de pointer du doigt la Russie, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, y voit un lien avec ces fameux avoirs russes gelés dans le pays. C'est une façon de créer de l'instabilité et de la peur dans le pays. Ne songez même pas à toucher aux avoirs. Il n'y a pas d'autre manière de l'interpréter. La Belgique a en conséquence débloqué en urgence 50 millions € pour des achats d'armes et de moyens de défense anti-aérienne.
Madame Engelund, au Danemark, fin septembre, début octobre, des drones ont survolé 6 aéroports, 6 sites militaires. Comment vous expliquez ces survols? La Première ministre, Mette Frederiksen, a pointé du doigt les Russes. Quelle est la signification profonde de ces drones? J'aurais jamais imaginé que dans mon pays, dans nos aéroports et au-dessus des installations militaires au Danemark, qui est un pays pacifiste, qu'on serait survolé comme ça par des drones. On ne connaît pas encore l'origine de ces drones. Il y a une investigation en cours au ce sujet-là. Mais pour moi, c'est un symbole du contexte géopolitique dans lequel on vit. Et ça montre aussi que, justement, le développement technologique est au cœur de cette bataille mondiale. Justement, votre pays, le Danemark, a augmenté son budget militaire à 3,5% du PIB, un effort considérable. Peut-il se prémunir contre des attaques contre ces infrastructures stratégiques? J'ai voyagé en Ukraine au mois de septembre. Ce qui m'a beaucoup frappé par rapport, à part les atrocités de la guerre qui marquent forcément, c'est qu'au cœur de cette guerre, et pourquoi les Ukrainiens courageusement arrivent à tenir l'effort contre les Russes, c'est beaucoup grâce au développement technologique. Donc les drones, autres technologies. Donc on vit aussi dans une ère où l'innovation est au cœur de comment on se défend. Les Danois ont été longtemps critiques vis-à-vis de l'Union européenne, et avec des opt-out, des exceptions dans beaucoup de domaines. Mais ça a changé beaucoup depuis la guerre en Ukraine en particulier. Vous avez par référendum réintégré en 2022 la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne. Ça veut dire que vous voulez vraiment une autonomie pour construire des armes et des armes européennes, c'est la question, parce que vous achetez beaucoup américain. On va réétablir une industrie militaire et de défense en Europe qu'on n'a pas eu, en tout cas pas assez fort qu'on le souhaite. On va aussi faire ça dans mon pays. Nous, on a pendant beaucoup d'années pas assez investi dans notre défense. Là, on est en train de monter, on a beaucoup monté, on investit beaucoup, avec le but aussi dans l'OTAN d'arriver en 2030 à investir 5% de notre BNP. On va y arriver et c'est une priorité, c'est la priorité numéro 1 pour ce gouvernement. Et là-dedans, c'est clair qu'il est crucial de réinvestir, reconstruire une industrie européenne aussi au sujet de la défense. Et là-dedans, encore une fois, les technologies modernes de défense sont complètement cruciales. Alors précisément, Christina Engelund, la Commission européenne entend construire un mur de drones. Vous encouragez finalement l'utilisation de ces biens à double usage, les transformer pour des usages militaires, les drones par exemple? Absolument. Je pense qu'on est dans un contexte et dans un moment dans l'histoire où investir dans la recherche uniquement pour un usage civil, c'est un luxe qu'on ne peut plus vraiment se permettre. Et d'ailleurs, vous êtes favorable à ce que le programme Horizon Europe, doté de 100 milliards d'euros sur 7 ans, puisse justement contenir ces biens à double usage, parce que les chercheurs européens n'y sont pas forcément favorables. Ils ont l'impression qu'on va leur enlever un peu d'argent. Moi, je suis favorable. Tout à fait, le gouvernement danois est favorable. Et après, quand cela est dit, chaque chercheur individuel, forcément, prend ses décisions avec sa propre conscience de ce qu'il veut faire et pas faire avec son travail. Forcément, cette liberté-là reste à respecter. Mais il faut en Europe qu'on ouvre nos yeux par rapport aussi aux menaces qui sont là et le rôle qui jouent les technologies et donc la recherche dans ça. Il ne faut pas être naïf face au développement en Chine ou en Russie ou en Iran, par exemple. Et il faut qu'on soit à l'auteur aussi de pouvoir nous protéger aussi avec des technologies critiques. Vous avez déclaré qu'il faut que nous, les Européens, nous devenions plus autonomes aussi sur l'intelligence artificielle. Pour l'instant, elle se développe à très très grande vitesse aux États-Unis, d'ailleurs sur fond de dérégulation décidée par l'administration Trump. Est-ce qu'on va pouvoir rester dans la course? Est-ce que c'est le modèle à suivre aussi? Il faut absolument rester dans la course. L'intelligence artificielle, c'est probablement la nouvelle technologie qui vient avec le pouvoir transformatif le plus fort qu'on a connu depuis très très longtemps. Et qui génère de la croissance d'ailleurs. Peut-être depuis la révolution industrielle.
Donc, dans ça vient aussi avec beaucoup d'aspects éthiques, beaucoup de questions morales. Moi, je voudrais que l'intelligence artificielle appliquée en Europe pose sur des valeurs européennes, c'est-à-dire un respect pour l'individu, l'humanité, des valeurs démocratiques, transparence. Et donc, il est, pour moi, complètement crucial que, justement, on arrive à développer des plateformes du AI en Europe qui posent sur des valeurs européennes. Je pense que non seulement les Européens, mais que le monde en a besoin. Mais les Américains nous demandent précisément l'inverse, à savoir enlever le carcan, enlever les régulations européennes sur leur big tech et sur leur IA. Et ça, est-ce qu'on s'apprête à le faire? Est-ce que nous-mêmes, quand on parle de simplification en Europe, ça veut dire aussi se débarrasser de toutes les règles? Non, pas forcément, parce que là, il y a aussi des pouvoirs en jeu. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut laisser ça aux mains non seulement d'un autre pays, les États-Unis, mais des grosses entreprises, avec un leadership qui n'est pas élu démocratiquement, qu'on n'a pas choisi, et donc on ne contrôle pas les valeurs quand on parle d'intelligence artificielle. Donc, investissement aussi là, dans les infrastructures européennes, si on veut arriver à faire ça, ça va aussi dire un changement d'esprit dans tous les capitaux en Europe. C'est-à-dire, par exemple, investir dans les ordinateurs du AI en Europe, ça coûte très cher, ça consomme beaucoup d'énergie. On ne va pas en avoir 27 en Europe. Mais peut-être, quand on parle de gigafactories, on parle d'en faire 5 en Europe. C'est-à-dire, il va falloir savoir en partager. C'est-à-dire, à Paris, comme à Copenhague, la première question, le premier but, ce n'est pas de les avoir sur notre terrain, en France ou au Danemark, mais être prêt à investir, est-ce que ce soit en Europe, et être content si ça vient en Belgique ou en Suède ou en Espagne ou ailleurs. Alors, vous êtes aussi ministre de l'enseignement supérieur au Danemark. La France propose d'interdire justement les réseaux sociaux aux moins de 15 ans qui nuisent à leur santé mentale, regorgent de fake news, sont des outils de radicalisation aussi parfois. Vous êtes aussi en train de légiférer sur ces questions-là au Danemark. Dans quel sens et comment justement protéger mieux les Européens ? Alors, nous avons décidé, le gouvernement, avec une bonne majorité dans notre Parlement, d'interdire ces réseaux-là aux jeunes, aux enfants de moins de 15 ans. Pourquoi? Parce que c'est en train de prendre l'enfance de nos enfants, tout simplement. Je pense qu'on connaît tous, on arrive dans un endroit avec des enfants. Dans mon enfance, on jouait ensemble, on était dehors, on faisait du vélo, on faisait du sport. On était actifs ensemble dans l'hiver. Les hivers ici sont plus difficiles que ce que vous connaissez en France. On jouait ensemble à l'intérieur, on faisait des jeux. Là, on arrive dans un endroit, des enfants, chacun avec leur petit écran. Moi, je pense que ça ne fait pas du bien à nos enfants. On veut enlever ça de leur vie. Le Danemark, vous dites, a besoin d'ailleurs, en parlant de jeunes, d'étudiants étrangers supplémentaires parce qu'il y a une concurrence pour attirer ces jeunes qui est féroce en Europe. Et pourtant, j'ai envie de dire, par ailleurs, pour votre gouvernement, la politique migratoire est l'une des plus restrictives d'Europe. Et vous voulez un modèle zéro immigration. Est-ce que ça ne va pas décourager les jeunes talents de se tourner vers ce pays qui change d'image ? Absolument pas. Alors, le Danemark est comme beaucoup d'autres pays en Europe. On est challengé sur les démographies, c'est-à-dire qu'on est peu, on va devenir encore moins. On a des employeurs publics comme privés qui déjà aujourd'hui manquent de pouvoir employer des compétences dont ils ont besoin et ça va être encore plus difficile. Et donc, dans ce contexte-là, forcément, on a besoin d'attirer du travail depuis l'extérieur, mais aussi des étudiants qu'on peut former et qui, j'espère, vont avoir envie de rester ici. Mais ça n'est pas contradictoire avec une politique migratoire, zéro migration ? Je pense qu'il faut distinguer entre les gens qui viennent pour travailler ou étudier et la migration. C'est justement un des problèmes dans ce débat-là, c'est qu'on a un peu tendance à tout mélanger. Le Danemark est un petit pays, on a une économie ouverte, on dépend de collaborations internationales, donc absolument ouvert aux étudiants et aux gens qui veulent venir
travailler. Vous insistez beaucoup sur la cause de l'espace. Starlink d'Elon Musk s'est avéré un outil incontournable pour les Ukrainiens dans leur guerre contre la Russie. Côté européen, Ariane lance des satellites, bien sûr, avec succès, mais à un rythme moindre par rapport aux Américains. Comment accélérer avant que l'espace soit plein à craquer, saturé par des objets non européens? Alors ça, très important. Juste un chiffre. Parmi les plus de 10 000 satellites qui sont aujourd'hui en fonction autour de la Terre, il y a plus que la moitié qui sont émis par Starlink. Donc ça montre quelque chose sur la dominance de Elon Musk sur l'espace. Donc pour moi, investir ensemble en Europe dans les infrastructures d'accès en espace, mais aussi dans les industries d'espace en Europe, où je sais qu'aussi que la France, il y a une importante industrie aussi pour des raisons historiques et d'espace qui sont très importantes pour l'Europe, est encore une fois une technologie qui n'est pas juste une technologie pour améliorer la vie sur la Terre, etc., mais qui est cruciale dans la bataille mondiale dans laquelle on se retrouve, et donc pour l'indépendance, l'autonomie de notre continent. Dernière chose, Christina Engelund, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, vous voulez toujours plus d'innovation, on l'a entendu, investir dans l'espace, dans l'intelligence artificielle, dans la défense, mais tout cela génère des CO2. Et est-ce que l'Europe, finalement, a aussi des ambitions écologiques? Est-ce qu'il ne faut pas aussi diminuer un peu nos productions pour avoir ces ambitions écologiques? Je suis un peu inquiète quand on regarde le bilan aussi dans tous les différents pays en Europe, y compris le mien. La question verte diminue un peu dans l'importance aussi aux yeux des citoyens, ce qui est relativement grave parce que la crise climatologique n'est pas disparue, elle est encore là. Et comment on va résoudre ça? Forcément par un changement de comportement, mais aussi et surtout par des nouvelles technologies qui sont issues par la recherche et l'innovation. Quand on regarde pourquoi l'espace, par exemple, pour revenir à l'espace est important, ce n'est pas seulement une histoire de sécurité ou indépendance, c'est aussi, par exemple, par l'espace et par les satellites, on arrive à photographier, c'est-à-dire observer tout ce qui se passe sur Terre, donc on peut mieux utiliser les ressources naturelles pour faire une production agriculturelle soutenable. Merci à vous d'avoir été notre invitée aujourd'hui, Christina Engelund. Merci. Et on continue sur un sujet très scientifique puisqu'il s'agit du cancer, évidemment de la recherche et de la lutte contre le cancer. C'est notre grand débat qui nous emmène avec les chaînes parlementaires à Bruxelles. Bienvenue au Parlement européen, au cœur de Bruxelles, où se tient du 19 au 20 novembre un sommet européen sur le cancer. C'est la deuxième cause de mortalité sur le vieux continent après les maladies cardiovasculaires. Chaque année, 2 600 000 personnes sont diagnostiquées d'un cancer et 1 300 000 en décèdent dans l'Union. Bien que les Européens représentent moins de 10% de la population mondiale, ils concentrent environ 25% des cas de cancer mondiaux, soulignant ainsi la gravité de cette maladie sur le continent. Oui, alors certes, l'Union européenne ne dispose que de peu de compétences sur les questions de santé, mais la Commission européenne a tout de même lancé un grand plan contre le cancer en 2021 doté de 4 milliards d'euros sur 7 ans pour soutenir la recherche, le dépistage et même la prévention. Pas facile quand les Européens se méfient de plus en plus des vaccins dont certains permettent pourtant de réduire le risque de cancer. Alors pourquoi les Européens sont-ils aussi touchés ? Tabac, alcool, pesticides, polluants divers, leur mode de vie et leurs conditions de travail sont en cause. Comment endiguer ce fléau, le fléau du cancer, avec des services de santé souvent sous tension? Pour en parler, nous recevons Tilly Mess, bonjour. Bonjour. Eurodéputée luxembourgeoise du groupe des Verts, vous êtes coprésident du groupe de l'intergroupe Cancer et maladies rares ici au Parlement. Vous en êtes aussi membre, Laurent Castillo, bonjour, eurodéputé français du groupe du PPE ici à la droite de l'hémicycle et en France, membre du parti d'Éric Ciotti, l'UDR. Vous êtes par ailleurs médecin. Le constat d'abord, Laurent Castillo, le cancer est donc la deuxième cause de mortalité dans l'Union européenne. Pourquoi est-ce qu'il progresse tant? Pourquoi il progresse tant? Très probablement du fait d'une prévention insuffisante. Il progresse du fait du tabac, de l'alcool, des facteurs d'environnement, de l'alimentation. Et vous l'avez évoqué, c'est la deuxième
cause de décès, le cancer, mais les prévisions nous donnent première cause de décès en Europe à partir de 2035. Nos voisins anglais, première cause déjà en Angleterre. Une prévision qu'on peut faire mentir ou ça va être très difficile? C'est le sens de mon engagement et ça doit être le sens d'un engagement politique par la prévention, mais nous y reviendrons. Sur 470 millions d'Européens, 1 300 000 meurent chaque année du cancer. En tant qu'écologiste, est-ce que vous croyez qu'ils sont déclenchés par une dégradation de notre environnement de vie? Les pesticides, les polluants éternels, les perturbateurs endocriniens polluent notre quotidien et déclenchent plus de cancers? C'est clair que l'environnement joue un rôle clé dans les facteurs de risque, hein, mais aussi une alimentation fortement transformée. Nous mangeons aussi trop de viande rouge, ça contribue aussi. Puis cette alimentation, comme je l'ai dit, fortement transformée, tout ça, l'air est pollué, donc la pollution de l'air contribue aussi à rendre les gens malades. Et donc c'est tout ça, ce sont les pesticides, c'est le stress aussi, c'est les facteurs chimiques lesquels on est confronté aussi dans son travail, éventuellement dans la production de vêtements étanches. Vous avez parlé des éternels, des chimiques éternels, des PFAS, tout ça peut être une raison de causer des cancers. Donc on connaît en fait les facteurs à risque, ils ne tombent pas du ciel, il s'agit vraiment de les nommer, d'avoir des réglementations claires. On a parlé déjà aussi du tabac. On attendait maintenant pour 2026 la révision sur tous les produits de tabac, parce qu'il n'y a pas seulement les cigarettes entre-temps, il y a tout ce qui est aussi les IQOS, donc le réchauffement du tabac, il y a les petits sachets de tabac qu'on met en bouche, donc il y a un tas de produits de tabac qui ne sont pas réglementés du tout, où il faut une autre taxation, il faut faire gaffe, où on fait cette publicité qui continue à être omniprésente. On a parlé de l'alcool, on pourrait aussi parler de l'étiquetage, qu'il faut qu'il soit plus clair. Et pour cela, il faut des réglementations plus fortes. Laurent Castillo, d'après l'Organisation mondiale de la santé, le taux d'incidence en Europe s'est élevé à 280 sur 100 000 en Europe en 2022. C'est un taux nettement supérieur à celui observé, par exemple, en Amérique latine, 186. Qu'est-ce qui se passe? On est pénalisé par quoi? On est trop développé et donc trop pollué? Alors probablement, on est trop développé. On s'aperçoit que c'est j'ai failli dire un luxe des pays riches, malheureusement. On n'a pas cette même incidence dans les pays africains. On l'a évoqué, un cancer sur deux aujourd'hui serait évitable. Alcool, tabac, environnement, alimentation. Hein. Et ça, c'est une spécificité européenne. Obésité, alimentation surtransformée, trop de gras, la sédentarité, trop de sel, trop de sucre. Tous ces facteurs de pays évolués, eh ben, le marqueur, c'est l'augmentation du nombre de cancers. Il y a aussi des disparités entre pays. Si nous regardons les incidences de cancer, la Hongrie, le Danemark, la Belgique, mais aussi la France sont nettement au-dessus de la moyenne européenne. Les pays du Sud, l'Espagne, sont plutôt mieux, ainsi que la plupart des pays de l'Est. Alors, comment est-ce qu'on expliquerait, Tilly Metz, ces disparités? Il faut évidemment, il y a des différences aussi de style de vie, évidemment, de différences de consommation aussi d'alcool, de produits de tabac. Le mouvement, on a dit aussi, donc le fait de bouger, d'avoir une vie plus saine, d'avoir plus recours à la mobilité douce au lieu de tout faire en voiture. Donc tout cela, ça joue. Ça commence aussi par l'urbanisation. Permettre aux gens de prendre avec sécurité leur vélo, ça peut jouer aussi avoir une vie plus saine, c'est qu'il y a une influence évidemment aussi sur la santé. Et puis il y a des différences aussi au niveau de l'accessibilité de ces produits et des contrôles qui y sont effectués. Laurent Castillo, disons un mot de la France. Le tabac et l'alcool, donc reconnus depuis longtemps, vous le disiez, comme facteur majeur de risque, ils contribuent particulièrement en France à l'augmentation des cancers chez les femmes. Le taux de tabagisme féminin est de 23%, c'est le plus élevé d'Europe. La consommation d'alcool est aussi bien supérieure à la moyenne de l'UE. Il faut changer ces réflexes gaulois.
Il faut changer, alors est-ce que c'est des réflexes gaulois? Il faut changer l'information et la formation. Je pense que ce qu'ont réussi les pays nordiques, la Suède par exemple, a comme conséquence d'investir dans la prévention. Là où nous, en France, nous investissons dans le soin, eux investissent dans le soin 2%. 2 à 3% d'investissement dans la prévention en France, 6-7% dans les pays nordiques. On le retrouve à la fin sur la prévention, dans la diminution des cancers et in fine dans l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé qui a un lien direct. En France, pays où la santé allait bien, l'espérance de vie a 9 ans d'écart par rapport à certains pays nordiques. Alors justement, en plus d'un grand plan contre le cancer, la Commission européenne a pris des mesures de prévention, parler de prévention, des mesures de prévention ciblées que nous explique tout de suite le commissaire hongrois à la santé. Environ 40% des cas de cancer peuvent être évités par la prévention. L'an dernier, les États membres ont adopté 2 recommandations importantes. Une sur les environnements sans tabac ni vapotage pour mieux protéger contre les effets du tabagisme passif. Deuxièmement, une recommandation sur la prévention vaccinale de certains cancers. Notre objectif est notamment que 90% des jeunes filles dans l'Union soient vaccinées contre le papillomavirus d'ici 2030. On n'y est pas, hein, Tilimex, papillomavirus qui peut déclencher un cancer de l'utérus, précisons-le. Le commissaire hongrois que vient de voir, c'est un proche d'Orban qui lui-même a un passé de vaccinoscepticisme. Et le vaccinoscepticisme est en train de monter en Europe. Vous êtes d'accord que ça va poser problème justement pour ces campagnes de vaccination ? Je pense qu'il est très important de faire un travail sérieux de sensibilisation et d'information. Justement, la vaccination contre le papillovirus, quand je vois même au Luxembourg que les campagnes de sensibilisation sont quand même plutôt discrètes. Donc il y a des grandes différences encore au sein de l'Union européenne sur la sensibilisation et l'information. Notamment, on parle là surtout des filles, mais il faut aussi vacciner les garçons par rapport au papillovirus. Donc il y a beaucoup encore de méconnus. Il est important, évidemment, que les gens aient confiance dans cette vaccination. Et c'est pour ça, tout ce qui est aussi transparence avec l'industrie pharma est crucial. Hein. Vous êtes d'accord, Laurent Castillo, pour dire que la vaccination, c'est un élément important dans la prévention ? La vaccination, et là nous parlons d'HPV, c'est majeur. On a évoqué les cancers de la femme avec le col et l'utérus, mais vous connaissez mon métier, je suis chirurgien ORL. On a des cancers ORL chez l'homme et chez la femme aujourd'hui que l'on pourrait prévenir demain par la vaccination anti-HPV. On a beaucoup de travail d'information, de rassurer les gens. Oui, il y a eu ce scepticisme à la vaccination. Je crois que nous devons travailler là-dessus parce que c'est la santé des Européens qui est en jeu. Tilimex, l'Union européenne a donc lancé un plan contre le cancer en 2021. C'est le bienvenu pour vous. Donner plus de pouvoir éventuellement à l'Union européenne, ça ne va pas de soi. Hein. Normalement, c'est la compétence des États membres. Oui, on dit que c'est la compétence des États membres, mais la santé publique fait part d'une compétence partagée entre les États membres et l'Union européenne. Donc j'ai parlé de campagne, mais il faut voir de façon plus large. J'ai parlé de la publicité, par exemple, des produits de tabac. Donc tout ce qui est lié au marché intérieur, on peut parler de budget aussi qui est donné à la recherche, à la prévention aussi et à la recherche quant au traitement des cancers. Donc tout ça, ça se fait quand même au niveau européen. Donc c'est le budget, c'est la publicité, c'est des campagnes d'information. Dire que l'Union européenne n'a pas de compétences, c'est toujours un peu une excuse pour ne rien faire. Mais ce n'est pas le cas si on a une approche plus large aussi sur les taxations minimales, par exemple sur les produits de tabac ou sur le labeling, sur l'étiquetage. Donc là, c'est plein de domaines où l'Union européenne a de la compétence et où on pourrait agir davantage. Alors de fortes disparités persistent, en tout cas dans les politiques de dépistage entre les États membres. En Espagne, le mois dernier, un scandale a éclaté en Andalousie. Les autorités de la région, menées par le Parti populaire de droite, ont reconnu qu'au moins 2300 femmes avaient été affectées par des problèmes de dépistage du cancer du sein. À Séville, une manifestation a réuni plusieurs milliers de manifestantes. Écoutez.
J'ai fourni tous les documents nécessaires pour les examens qu'ils devaient me faire à l'hôpital public. Au bout de 2 mois, ils ne m'avaient toujours pas reçu, même pas pour un premier rendez-vous. Finalement, je suis allée en clinique privée et j'ai été prise en charge. Mon cancer du sein était métastatique. Ils ont dû l'enlever rapidement. Nous insistons sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de système de santé publique qui nous laisse tomber. Car la vie d'une seule femme en vaut la peine et il y a des milliers de femmes. Laurent Castillo, voilà ce qui se passe quand on coupe dans les budgets de la santé, comme on l'a fait ces dernières années. L'Europe de l'austérité, c'est l'Europe du cancer. L'Europe de l'austérité dans les pays, quand on est en difficulté financière, la première chose sur laquelle on coupe, c'est la santé. Et c'est un exemple, tout à l'heure vous avez évoqué ce qui appartient aux États membres, ce qui appartient à l'Union européenne. Là, il s'agit d'une compétence nationale. L'organisation nationale dépend du pays. L'Europe doit trouver sa place là où un pays est insuffisamment faible. La prévention, c'est du long terme. Je pense que là, l'Europe a toute sa place. La recherche et le développement, elle doit être commune. La place de l'intelligence artificielle en santé, elle doit être commune. Et c'est là que la force des 27 pays de l'État membre doivent se mettre ensemble. Cette problématique que nous avons vue en Espagne, c'est une problématique de moyens pour son système de santé au niveau national. On pourrait quand même s'imaginer que l'Europe donne aussi des standards très clairs d'accès aux soins et aussi au diagnostic et à la prévention. Donc aussi, quand j'ai parlé tantôt de la recherche, maintenant on est en train de demander au niveau européen pour la recherche, pour les nouveaux médicaments, vraiment une optimisation du traitement. Donc de les rendre plus abordables point de vue prix et d'éviter davantage les effets secondaires. Donc on parle au niveau européen bien aujourd'hui d'individualisation, de personnalisation de la médecine et d'optimisation dès lors des traitements. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire et demander et qu'on va demander au niveau européen. Laurent Castillo, on voit que les causes, elles sont, et les risques, ils sont sanitaires, environnementaux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque politique? On parle beaucoup de simplification ces derniers temps, notamment au niveau de la Commission. On a vu passer des propositions de la Commission pour simplifier, par exemple, les réglementations sur les cosmétiques, en disant que les produits qui ne seraient pas ingérés ne présenteraient pas forcément de risques. Est-ce qu'il faut faire attention aussi à cela, à ne pas aller trop loin sur ces sujets-là? Alors, la Commission, la science est là. La science est là et je suis professeur de médecine, vous le savez. Je veux dire, il faut se baser sur les éléments de la science. J'ai l'impression qu'à des moments, nous avons un éléphant dans la pièce, l'alcool, le tabac, l'obésité, et que nous allons regarder la petite souris qui joue un rôle. C'est le perturbateur endocrinien, la petite souris. Hein. Je ne parle pas des... Je veux dire, il y a probablement des éléments sur lesquels on doit jouer. Mais jouons aussi et surtout sur ceux qui sont identifiés. Bien sûr que les PFAS jouent un rôle majeur dans la santé de nos concitoyens aujourd'hui et demain. Je ne vous dis pas l'inverse. Alors, Madame Metz, vous êtes un peu plus critique peut-être sur ce dossier. Non, je pense qu'on est effectivement... La simplification, si elle aboutit à une dérégulation, alors on est à côté de la plaque. Et pour le moment, c'est quand même quelque chose qui se passe par rapport, on a parlé de l'environnement, on n'a pas réussi à avoir une réglementation sur l'utilisation de moins de pesticides, une utilisation plus responsable. Donc, en fait, notre mission première en tant qu'Union européenne et un des grands atouts qu'on avait, c'est justement ces réglementations sont là pour protéger les citoyennes et les citoyens et pour prévenir justement les maladies. Donc, si la simplification conduit à la dérégulation, c'est un clair non de la part du groupe des Verts. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir très bien démontré que le cancer fait débat, beaucoup d'inquiétudes, mais aussi beaucoup de recherches sur ce sujet. Merci à vous d'avoir été nos invités. Merci à vous, merci Caroline et bonne suite de programmes sur nos chaînes.